Voilà, donc on va commencer par un talk par nos équipes QA chez Deezer. Bon meet-up ce soir. Alors bonsoir, désolé. Donc je me présente, je m'appelle Jeanne, je suis QA manager à Deezer et je vous présente Baptiste qui est release manager à Deezer. Donc on va faire une présentation qui sera séparée en deux en fait ce soir. Donc la première partie ce sera un retour d'expérience sur la QA à Deezer depuis à peu près les 2 dernières années. Et la deuxième partie sera faite par Baptiste et sera plus orientée sur la delivery, en fait, les challenges que ça représente à Deezer et la façon dont on voudrait améliorer ces rythmes de delivery. Donc, pour commencer, 2 ans plus tôt, en fait, Deezer n'était pas organisé comme aujourd'hui. C'était 15 équipes qui n'étaient pas autonomes, en fait, qui avaient un petit peu de mal à livrer des choses. Il y avait 6 QA-analystes qui se partageaient la charge de ces 15 équipes et il y avait un automaticien qui avait pour mission de scripter des frameworks de tests automatiques et les tests automatiques associés à ces frameworks. Donc le gros défi qu'on avait à cette époque-là, c'était qu'on avait des rythmes de delivery qui étaient particulièrement irréguliers, notamment parce que le process de delivery n'était pas assez homogène entre toutes les teams et n'était pas suffisamment bien communiqué. Donc c'était un de nos principaux problèmes. Aujourd'hui, l'organisation de Deezer et de la QA a changé, c'est-à-dire que de 15 teams, on est passé à 8 startups internes, qui sont en fait des grosses teams spécialisées dans des parties spécifiques du produit Deezer. La particularité de ces teams, c'est qu'elles sont capables de produire de façon autonome. Dans chaque team, dans chaque startup, il va y avoir des devs, des produits, des QA, des designers, et donc elles sont autonomes les unes par rapport aux autres. Et on est également passé de 6 QA-analystes à 17 QA-analystes, qui sont répartis en teams dans 4 de ces 8 startups. Et on est passé de 1 à 3 automaticiens, dont la mission a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'ils sont toujours pour mission de scripter des frameworks de tests automatiques, mais un petit peu moins de scripter des tests. Maintenant, leur mission est plus centrée vers le tooling au service de la QA. Et donc tout ça donne un process qualité qui est mieux maîtrisé à Deezer, donc Baptiste reviendra dessus tout à l'heure, dans le sens où on a un rythme de delivery qui est plus stable, on arrive à livrer les choses globalement quand on souhaite les livrer. Donc, un petit peu plus en détail, nos process de test aujourd'hui à Deezer. En fait, quand une startup produit une feature et que cette feature doit être testée, à chaque fois, elle va être testée individuellement par un QA-analyste avant que la feature soit mergée dans un de nos livrables, aussi bien web que mobile. Donc, les QA-analystes build leurs applications mobiles directement sur Jenkins pour les tester individuellement et récupèrent leurs tickets web aussi bien front que back sur un environnement de développement / test sur lesquels ces tickets web du coup sont testés localement. Donc, si cette PR ou ces PR sont validées, elles sont ensuite mergées dans nos livrables. Donc, nos livrables web qui sont testés et délivrés à nos utilisateurs tous les jours. Donc, le site Deezer s'update tous les jours, ce qui est pas mal. Et nos livraisons de mobile et nouveaux clients desktop qui, elles, sont délivrées toutes les 3 semaines. Et en plus de ça, on a des phases de test automatisées qui tournent toutes les nuits sur la production web et toutes les nuits également sur notre develop. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, develop c'est l'équivalent du main mobile, enfin master mobile en fait, qui du coup est testé toutes les nuits, aussi comme la production web. Donc ensuite ces résultats sont disponibles pour les analystes. Ça nous permet d'avoir un visuel de l'état de la prod tous les jours en continu grâce à l'automatisation. Donc pour faire tout ça, on utilise un certain nombre d'outils. On a, comme je le disais, Jenkins, qui est notre outil de build, dont on sert pour builder nos applications mobiles. Donc les QA-analystes se servent de Jenkins, et les release managers mobiles se servent également de Jenkins pour nous livrer nos release candidates. Donc en gros, tout le monde se sert de Jenkins. On utilise Jira pour le bug tracking et le Confluence. Et également, à Deezer, on se sert d'un service de crowd testing pour valider notamment nos release candidates mobiles et desktop. Donc on a fait le choix de travailler avec Applause. Pour tout ce qui est gestion des cas de test et édition des cas de test, on utilise eTest. Et pour l'automatisation, au niveau de l'outillage et des frameworks, on se sert de Selenium sur le web et d'Appium pour le mobile, donc iOS et Android.
Alors ça, c'était nos outils externes, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, on a également une partie de la tech QA qui est dédiée au tooling. Donc on a un certain nombre d'outils internes qui sont développés du coup à Deezer directement. On a par exemple le Build Analyzer, qui est notre outil de résultat de tests automatiques. Donc ça nous permet d'avoir un visuel sur tous les tests réussis, failés, l'environnement sur lequel les tests se sont déroulés, ce genre de choses. On a Caddy, qui est un gestionnaire de devices, parce que mine de rien, on est quand même 17 QA-analystes, donc les devices disponibles ou pas disponibles, ça peut poser problème, donc pour ça on se sert de Caddy. Et on a aussi Themis, qui a été directement développé par une équipe Android, et qui est en fait un utilitaire de configuration pour l'application Deezer sur Android. Donc c'est très pratique parce que ça nous permet de cibler par exemple l'environnement sur lequel on va faire pointer notre build de test. Ça permet d'activer ou de désactiver certaines features directement depuis Themis et de lancer des petits tests comme des deep links ou des choses comme ça. Ok, donc c'était un état des lieux de la QA Deezer avec les process de test dont on sert et les outils dont on sert. Donc même si ça va mieux qu'il y a 2 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Donc ça, c'est en gros nos grands axes d'amélioration pour le moyen long terme. Donc en premier, il y a l'augmentation de la couverture d'automatisation, afin de concentrer les tests manuels sur de l'exploratoire et des edge cases, qui sont pour nous, en fait, les domaines où le QA-analyst a vraiment une expertise cruciale. Et donc aujourd'hui à Deezer, on a encore trop de tests comme les tests de régression et les tests d'intégration qui sont faits par des QA-analystes et qui, à mon sens, devraient être automatisés. En deuxième point, il y a l'optimisation de tous nos outils d'automatisation, parce que le premier point dépend du second, c'est-à-dire qu'on n'arrivera à augmenter notre couverture que si on a des outils suffisamment performants, des frameworks suffisamment solides et fiables. Donc on a entrepris une grande politique de migration technique, qui est un énorme chantier pour notre équipe de TechQA. En troisième point, on a l'amélioration de la technicité de nos tests. J'ai cité en exemple les tests back-end, qui sont faits de manière encore trop artisanale entre guillemets à Deezer. C'est-à-dire que je pense qu'on peut augmenter notre technicité sur ce type de test pour faire des vérifications plus poussées. En quatrième point, il y a l'augmentation de nos rythmes de livraison. C'est-à-dire avoir des tests web qui sont plus rapides, parce que même si on arrive à livrer tous les jours sur le web, c'est dépendant parfois de tests qui sont trop longs. Et on veut également réduire, augmenter la fréquence de nos livraisons mobiles. Et donc ça, c'est Baptiste qui va vous expliquer plus en détail toutes ces problématiques liées à la delivery. Merci. Bonsoir, donc moi c'est Baptiste. Alors moi je vais vous parler un peu plus du futur en fait, parce qu'aujourd'hui je suis encore lead QA, mais je suis en train de passer sur purement des problématiques de delivery. Et donc comment on pourrait augmenter nos rythmes de livraison, pas uniquement en faisant participer les QA, mais aussi en impliquant les devs et en changeant leur façon de bosser. Alors, la situation actuelle sur le web. Quand je dis le web, c'est le serveur, le back-end et le front, ce que vous voyez sur le site internet. Aujourd'hui, on a une mise en production quotidienne, tous les matins, qui se passe tout simplement en une livraison sur la pré-prod de tout ce qui a été développé et validé la veille. Nous, en tant que QA, on a 1 heure pour valider cette pré-prod via une partie de test automatique et une partie de test une partie d'analyse manuelle des incidents, parce qu'on a quand même pas mal de faux positifs qui tournent de temps en temps. Et une fois qu'on a tout validé, on envoie ça en prod. Ce système a un intérêt, c'est que la petite validation en pré-production, elle nous permet de voir pas mal de soucis, et donc on peut reverter, c'est-à-dire retirer uniquement une partie du développement, un seul ticket de toute la masse qui a été développée, et recommencer les tests avant de livrer en production. Par contre, quand on est en production, c'est un peu violent, on est obligé de retirer tout ce qu'on a livré dans la journée si on s'aperçoit qu'il y a un problème majeur. Il y a un petit souci, c'est la scalability. Aujourd'hui, on est X dev, en gros quelque chose comme 200. Si demain on était 400 devs, ça voudrait dire qu'il y a 2 fois plus de choses qui arrivent en pré-production tous les jours, donc il y aura 2 fois plus d'incidents en pré-production tous les jours, donc il y aura potentiellement 2 fois plus de tests à faire et des délais qui vont dépasser la journée. Donc au bout d'un moment, on finira par ne plus arriver à livrer tout simplement. Le deuxième souci, c'est qu'on a un problème de responsabilité. Quand on a un incident en prod, qu'on est obligé de faire un rollback, il y a peut-être 30 devs qui ont livré les choses, c'est très difficile de trouver qui a fait la bêtise.
Et donc très régulièrement, on est obligé de refaire 30 tickets parce que personne ne se dévoue et entre guillemets, tout le monde doit recommencer. Et enfin, le dernier souci, c'est que quand il y a 30 devs qui livrent des choses le matin, il faut qu'ils soient les 30 dispo au moment où on pousse en prod pour vérifier que ce qu'ils ont fait fonctionne. Parce que même si c'est nous la QA, eux ils sont quand même censés vérifier un petit peu qu'ils n'ont pas fait trop de bêtises, qu'il n'y a pas des logs d'erreurs PHP ou des trucs qui ne sont pas forcément visibles de notre côté, qui se passent mal. Donc on a quand même quelques petits inconvénients, même si on peut déjà être fier de livrer quotidiennement. Alors, la solution cible pour améliorer ça, c'est passer à une mise en prod atomique. La mise en prod atomique, c'est-à-dire que dès que quelqu'un a validé son développement dans un environnement de recettes, il livre directement en prod. Et il n'y a pas de pré-production, il n'y a pas de rassemblement de tous les développements de la veille en une seule grosse livraison, c'est en flux continu. Donc pour arriver à faire ça, il faut qu'on se sépare en microservices, l'organisation de Deezer, donc c'est déjà le cas, mais il faut qu'on fasse mieux, que les gens migrent chacun vers leur petit silo technique où ils pourront pusher en prod de leur côté et reverter de leur côté sans que ça impacte 40, 50, 100 personnes. Et donc là, le déploiement PR par PR, les PR c'est les pull requests, donc c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est chaque développeur pousse sa pull request quand il en a envie, quand il est dispo, quand il est prêt à la mettre en prod. Alors cette situation idyllique nous impose quelques défis. D'abord, c'est sur les tests automatiques. Si on veut pouvoir pousser une pull request par une pull request, étant donné qu'on a en gros 40 pull requests livrés par jour, et bien il faut que les tests automatiques soient ultra rapides. Il ne faut pas qu'on attende 1 heure, parce que sinon il n'y a pas 40 heures dans la journée. Donc il faut trouver une meilleure solution de test automatique. Donc Jeanne vous en a parlé, on va faire des migrations techniques. Il faut améliorer nos outils de monitoring aussi, pour faciliter le boulot des devs qui déploient en prod, pour qu'ils surveillent que tout se passe bien. Et enfin, il y a deux petites choses. Il faut s'assurer que les environnements de recettes sont complètement isoprod, parce que c'est pas toujours le cas. Je pense que vous avez à peu près tous ce genre de soucis aussi dans vos boîtes. Et bien, plus on se rapproche de la prod, plus on aura une solution propre. Et le dernier point, c'est il faut évangéliser les devs et les responsabiliser. Parce que quand ils vont livrer leur ticket dans leur coin, eh ben, il faut qu'ils prennent le temps de vérifier qu'ils n'ont pas fait de bêtises, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Je passe à la deuxième partie. Là, on va parler des livraisons applicatives. Donc, les applications, j'appelle l'application les applis mobiles, iOS, Android, et aussi maintenant on a Electron, qui est une appli native pour les PC. Aujourd'hui, on livre toutes les 3 semaines. On passe par ce qui s'appelle les release candidates. Donc ces release candidates, on les triture, on fait 2 passes de non-régulation complète, on fait une passe en creux de testing par applause, comme vous l'a dit tout à l'heure Jeanne. Et il faut noter que chaque pull request qui a été livré dans ces release candidates a été vérifié en amont, avant d'être livré, et ensuite, une fois qu'elle a été livrée, on vérifie quand même qu'il n'y a pas d'effet de bord. Ça c'est pas mal déjà aussi d'arriver à faire des livraisons toutes les 3 semaines, parce qu'il y a 2 ans effectivement on était beaucoup plus libre au niveau planning, ce qui faisait qu'on livrait beaucoup moins souvent. Mais il y a encore des soucis. C'est un peu la même chose que sur le web, on a des versions qui sont trop lourdes et donc qui comportent trop de risques. Et comme vous le savez, si vous bossez sur iOS, si vous livrez quelque chose à Apple qui le valide et que ça va sur le store mais qu'il y a un gros souci, et ben derrière il y a potentiellement plusieurs jours d'attente pour qu'il revalide un hotfix ou une nouvelle version. C'est vraiment risqué. Il y a des délais trop longs entre deux publications. 3 semaines c'est pas mal, mais on s'aperçoit que le produit des fois nous demande des changements plus rapide et ils ne comprennent pas forcément qu'il y a un tel délai. Donc il faut qu'on s'améliore, qu'on soit plus réactif pour répondre à leurs besoins. Et enfin, on a un dernier souci en interne, c'est que tous nos rituels agiles genre sprint planning, rétro, etc. sont des rituels toutes les 2 semaines et nous on livre des mobiles tous les 3 semaines. Donc on est complètement décalé par rapport au sprint, ce qui perturbe un peu l'organisation des équipes en interne.
Donc la solution, eh bien, tout simplement, c'est de commencer par baisser le délai de livraison des release candidates en les livrant toutes les 2 semaines. Ça nous permettra tout simplement de prendre moins de risques en cas de souci. On pourra éventuellement se dire j'ai un souci en prod, mais je vais relivrer dans 2 semaines, donc est-ce que ça vaut le coup de refaire un hotfix et de remonopoliser tout le monde, ou plutôt d'attendre 2 semaines? C'est plus raisonnable que d'attendre 3 semaines en tout cas, et ça donne plus de réactivité vis-à-vis du produit. Mais tout comme le web, ces changements, cette accélération nous imposent quelques défis. Donc il faut améliorer les tests automatiques, ça c'est assez évident. Plus on a de tests automatiques, plus les passes sont rapides à vérifier, même s'il restera toujours des faux positifs, mais c'est toujours plus simple d'analyser un souci plutôt que de faire 10 tests manuels. Il faut qu'on améliore nos programmes de bêta-test, parce que quoi qu'on puisse faire en interne, en QA, il y a toujours des choses qu'on ne verra pas. Le zéro défaut n'existe pas, et les bêta-testeurs sont souvent une grande aide pour remonter typiquement des crashs ou des configurations téléphoniques un peu exotiques qu'on n'avait pas vues, ou alors tester dans un pays qu'on n'a pas vérifié. Donc voilà, il nous faut des meilleurs programmes de bêta-test avec plus de monde. Et enfin, il faut arriver à faire respecter les calendriers de livraison, parce que pas plus tard que cette semaine, j'ai été livré à 19h par exemple, et c'est pas normal, parce que quand on me livre à 19h, c'est-à-dire que derrière il faut que je contacte un Applause à une heure très tardive, et c'est pas une bonne façon de faire. On doit faire des calendriers de livraison plus carrés, avec des horaires respectés, et changer les process pour y arriver, y compris les process des développeurs. Alors voilà, j'ai fini pour ma partie. Donc en résumé, ce sur quoi on se concentre cette année, je pense aussi en 2019, c'est une migration de l'automatisation et une amélioration du scope. Trouver des solutions pour la scalability, parce qu'on embauche tous les jours, et qu'il y a un jour où notre système actuel, avec 2 fois plus de devs, il ne passera plus. Et responsabiliser les devs, parce qu'on est des QA, c'est nous qui sommes responsables de la qualité, mais on doit quand même partager cette responsabilité avec eux. Il faut qu'ils se rendent compte que quand ils pushent quelque chose, ils doivent vérifier derrière que tout se passe bien. Voilà, donc tout ça via des changements de process, principalement. Et voilà, je vous dis merci. Dernière petite note avant qu'on fasse les questions, et ben, on recrute. Donc si vous êtes intéressé, il y a au moins 2 postes ouverts, mais je crois qu'il y en a un 3e même qui vient de... Bon, voilà. Au moins 2 postes ouverts. Le premier, c'est mon ancien poste, donc je peux vous dire que c'est bien. Je suis pas mort, donc vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Et donc lead QA, et le deuxième poste, c'est pour un ingénieur, donc un automaticien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, alors. Pour l'environnement de recette que tu évoquais, est-ce que c'est que pour du test manuel ou du test aussi automatisé? Alors peu importe, en fait, tous nos outils de test auto peuvent être exécutés sur n'importe quel environnement. Donc idéalement, idéalement, tous les tests devraient commencer par une phase de test auto, complétée par du manuel sur ce qui n'est pas couvert, mais autant, quand on a des outils de test auto rapides et efficaces, autant en profiter, quoi. Et est-ce que vous faites aussi du test en prod? Parce que finalement, il n'y a rien de plus proche de la prod que la prod. Et en utilisant des feature flags, c'est-à-dire que vous déployez en prod et vous vous assurez une fois que c'est en prod, est disponible que pour vous, que la fonctionnalité fonctionne comme prévu. Alors oui, on fait des tests en prod, donc on a la batterie de tests automatiques qui tourne toutes les nuits sur l'environnement de production, et en plus de ça, comme c'est triste à dire, mais on n'a pas d'environnement de recettes dédié à Deezer, vu qu'on teste sur des environnements de développement, on fait une partie de nos tests en production. Mais il n'y a rien de plus proche de la prod que la prod. Oui, c'est ce qu'on se dit. Et j'avais une dernière question, sachant que vous travaillez sur mobile et sur web, il y a quand même souvent des problématiques de multitude de versions de navigateurs, de types de navigateurs, de mobile, etc. Est-ce que vous utilisez des solutions du type SOSLab, Cross-Browser Testing ou autre pour tester sur différentes plateformes? Alors, sur le web, on utilise
BrowserStack pour simuler plusieurs browsers en fait. Sur mobile, nos tests auto sur iOS tournent sur des simulateurs. Sur Android, par contre, on fait tourner les tests directement sur device, donc on n'a pas l'option de pouvoir choisir. Après, on essaye de multiplier les configurations en possédant nous-mêmes les devices en fait. Par contre, avec nos migrations de tests automatiques, on essaye de réfléchir à des solutions justement pour l'automatisation, pour pouvoir simuler beaucoup de devices qu'on ne peut pas avoir physiquement en fait. Mais pour l'instant, c'est une solution qui existe surtout sur le web et pas encore sur mobile. Mais on y pense. Et c'est pour ça qu'on doit améliorer nos programmes de bêta testing, où par exemple côté iOS on a 50 testeurs, c'est pas du tout suffisant. On peut imaginer des solutions à plusieurs milliers de testeurs où il y aura forcément plus de configurations étranges. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci pour la présentation. En fait, j'ai deux questions. La première concerne en fait quelque chose que j'ai vu sur un slide pour nous en dire un peu plus. C'était le besoin d'augmenter la technicité sur les tests back-end. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est ce qu'aujourd'hui vous automatisez, d'utiliser un framework spécifique pour les tests de vos back-end. Alors non, en fait le problème qu'on a aujourd'hui avec les tests back-end, c'est qu'on fait de la régression directement sur les clients web et mobile pour vérifier que les modifications côté API n'ont rien pété. Du coup, on réfléchit à des solutions pour tester directement les requêtes côté serveur, avec des outils comme Postman par exemple, et ensuite automatiser ces solutions. D'accord. Et la deuxième question, ça concerne le déploiement. Alors, vous venez de dire que vous testez directement en prod, vous avez aussi des environnements de recettes. La partie déploiement, vous l'avez automatisé, industrialisé, vous faites du delivery continu, j'ai envie de dire, ce faisant un test qui permet ensuite de déclencher les tests auto, ou comment se passe cette partie passage d'environnement de dev finalement à environnement de test? Alors la partie purement livraison, technique, c'est les DevOps, c'est pas nous, aujourd'hui. Donc ils ont des scripts où nous on a inséré une partie qui est lancer les tests auto et lancer de la communication, parce qu'en fait c'est beaucoup de communication pour synchroniser, pour être sûr que toutes les équipes sont OK avec ce qui est livré. Mais pour l'instant c'est les DevOps qui ont la main sur concrètement comment ça se livre. D'accord. Bah, c'est pas plus mal, ça permet de garder une harmonisation des déploiements d'un environnement à un autre, puisqu'ils sont aussi garants du déploiement en prod. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Et du coup, en réfléchissant, j'ai une autre question, dernière, promis. C'est pas plus cher si t'en as deux autres. La question, en fait, je reviens sur les émulateurs mobiles. On sait tous que ça a aussi ses limites de tester sur un émulateur et pas sur le device physique. Est-ce que vous avez un règle à faire à ce niveau-là, avec des problèmes, des choses que vous avez testées sur un émulateur et au final, quand vous étiez sur le device physique, ça a été la catastrophe? Ou est-ce que généralement ça se passe plutôt bien, on est sur plutôt des cas d'erreur à la marge? On a surtout eu des cas en fait pendant les développements où les devs testaient sur émulateur et ensuite au moment où nous on testait manuellement sur device, on avait des cas complètement fous qui se reproduisaient pas sur émulateur. Du coup c'est à partir de là qu'on a privilégié la politique de tester directement sur device à la QA et de laisser les développeurs en fait tester sur émulateur. Mais effectivement, à l'époque où on faisait ça, on avait quand même pas mal de problèmes avec des choses qui se comportaient pas du tout de la même façon. Aussi bien sur Android que sur iOS. D'accord. Et puisque les questions étaient gratuites, dernière promis. Avant une petite précision, tout à l'heure Jeanne a dit qu'on exécutait les tests automatiques iOS sur émulateur. Oui, mais tout ce qui est livré est aussi testé manuellement sur un device physique. D'accord. Et donc là, dernier point, les tests exploratoires. Comment il peut... Enfin, c'est pas simple les tests exploratoires, je suis d'accord, c'est là où il y a pas mal de valeur ajoutée au niveau des analystes, qui apportent une expérience, une expertise, etc. Comment vous pilotez ça? Est-ce que vous définissez une charte? Est-ce que c'est un peu au feeling? Alors, vu que c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, pour l'instant, on n'a pas encore énormément de guidelines en fait. Parce que, avec l'explication de Baptiste, on peut voir qu'on a énormément de temps qui est pris par les tests de régression, les tests d'intégration, les tests de branche, enfin les tests de PR, GitHub. Donc tout ça, c'est très très chronophage pour les QA analystes, et du coup, c'est justement pour ça qu'on veut se concentrer sur l'automatisation, c'est pour cesser plus de temps pour faire l'exploratoire. Donc pour l'instant, comme c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'occasion de pratiquer, on n'a pas encore de guidelines clairs. Personnellement, moi je pense que l'explorateur fonctionne mieux quand il est cadré sur certaines parties du produit, mais qu'on lâche la bride au testeur, il peut faire ce qu'il veut dans ces parties du produit en fait.
Mais je pense que l'exploratoire complètement libre, lance l'app et fais ce que tu veux, peut être moins rentable en fait. Même s'il y en a besoin, je pense que c'est moins rentable. Merci. De rien. Quels sont vos axes de travail sur la responsabilisation des développeurs, justement, et comment vous les intégrez sur toute la gestion de la qualité, etc. Alors, moi je pense qu'il faut jamais être négatif. En fait, il faut toujours se dire ok, quelque chose s'est mal passé et faire un post-mortem. Il faut toujours réagir après coup et trouver une solution constructive sur laquelle le développeur sera d'accord. Aujourd'hui, je pense que le premier souci, c'est qu'on est éparpillé sur plusieurs étages et parfois les gens se contentent d'envoyer un message sur la messagerie interne pour demander une action qui n'est pas forcément suivie. Il manque un petit peu de pilotage, donc je pense que la première étape, c'est vraiment mettre en place un système systématique de pilotage. Et puis moi, je vais me balader dans les étages et aller m'asseoir à côté des personnes quand il y a un souci pour qu'on trouve une solution ensemble, plutôt que de les laisser dans leur coin en leur disant bah, vas-y, trouve une solution et ne pas suivre. C'est vraiment plus je pense de l'humain, qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est au cas par cas. Chacun va avoir son caractère et sa façon de répondre aux problèmes. Ok, du coup, c'est plus en mode réactif, là, ce que j'entends. Ouais. Et en mode proactif, comment vous les sensibilisez, comment vous gardez cet attrait sur la qualité, justement? Eh ben, c'est une bonne question. J'ai pas encore la solution, en fait. Aujourd'hui, là, je pense qu'il faut d'abord réagir et au fur et à mesure, ils mettront en place des outils en amont. Mais je crois que Jeanne a quelque chose à rajouter. Je sais que dernièrement, on essaye de s'améliorer sur ce point. En fait, on a eu pas mal d'incidents, par exemple sur notre application iOS récemment, et on a mis en place des process pour impliquer pas juste les teams dans lesquels les incidents, desquels les incidents naissaient, mais toute la communauté des devs iOS à Deezer pour essayer qu'ils trouvent ensemble en fait des solutions pour améliorer leur application. Et donc ce process-là, il s'est fait avec les devs iOS, mais aussi avec la QA. Donc pouvoir aussi, de notre côté, améliorer les process de test et travailler en commun avec les devs pour ça. Donc je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Donc ça rejoint l'idée de Baptiste, après un incident, de réagir immédiatement, mais en même temps de mettre en place des solutions sur le long terme qui impliquent l'ensemble de la communauté de dev et la QA pour réfléchir ensemble et améliorer en fait notre produit. Merci. Bonsoir, je voulais savoir pour les automates, est-ce que vous avez fait les automates, vous les faites en dev interne avec un langage choisi, ou est-ce que vous avez choisi un outil, et dans ce cas, lequel? Alors, sur l'automatisation, actuellement, comme je disais, on utilise Appium pour Android et iOS, et les tests sont scriptés en Java. Par contre, comme j'ai dit aussi, on a des migrations techniques assez lourdes qui sont en cours actuellement, où on a choisi de nouveaux outils pour pouvoir mieux suivre nos besoins. Donc ces nouveaux outils sur Android, c'est Espresso, et sur iOS, c'est XUI Test. Donc sur Espresso, par contre, le langage sera soit du Java, soit du Kotlin, on n'a pas encore tranché. Et XUI Test, il faut qu'on découvre parce qu'on n'a pas encore lancé cette migration-là, contrairement à celle d'Espresso. Merci. Moi j'avais juste une question. Pourquoi sur iOS vous faites que sur simulateur et sur Android que sur device? Ah, sur les tests automatiques, oui. C'est un choix technique qu'on a fait il y a un moment. Honnêtement, je ne serais pas trop capable de le justifier aujourd'hui, en fait. Je suis vraiment désolée. Mais je sais que par exemple qu'on avait, à l'époque où on commençait à utiliser Appium, plus de facilité à faire tourner les tests auto sur device pour Android et plus de facilité à les faire sur iOS. Et je pense qu'on a gardé en fait cette habitude de facilité et qu'on n'a pas forcément remis en cause en fait la façon dont on sert d'Appium sur iOS aujourd'hui. Ça changera, je pense, probablement une fois qu'on aura migré sur XUI Test. Pour les questions suivantes, on va enchaîner parce qu'on ne va pas respecter les délais. Je suis navré, mais par contre, Jeanne et Baptiste, de toute façon, sont là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser après. Voilà. Merci à vous.